Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e cours de philosophie générale consacré à la notion de langage. La dernière fois, nous avons abordé les limites du langage avec Bergson et nous avons établi la stricte hétérogénéité entre la singularité des éléments composant le réel ainsi que les éléments toujours singuliers composant notre vécu psycho-affectif et le cadre général issu de notre intelligence façonnant des étiquettes à travers lesquelles nous pensons le réel et communiquons sur ce dernier. De fait, le langage est limitant dans son essence, car il ne nous permet que de signifier, dans le meilleur des cas, ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes, mais cette signification, ce vouloir dire, n'est jamais purement adéquat à son objet par définition. On en était donc venu à attester avec Bergson que le caractère utilitaire du langage en façonnait l'essence et qu'il avait avant tout une fonction principalement sociale, davantage qu'épistémologique. Le cadre général du langage sert de structure à notre pensée, tout en desservant son exactitude, mais c'est de cette façon que l'on peut se comprendre les uns les autres et communiquer. Nous n'avons pas besoin, pour nous organiser en communauté, de saisir en profondeur ce que nous ressentons les uns les autres. De la même façon qu'au quotidien, nous n'avons pas besoin de saisir l'essence singulière d'un objet auquel nous attribuons une fonction précise et interagissons ainsi avec sans nous poser de questions ou faire des manières. Il semble donc au stade de notre réflexion que la parole vise non pas la description exacte, mais bien plutôt l'action, ou en tout cas que notre langage est avant tout une dimension pratique. Il y a une célèbre distinction que l'on retrouve dans l'ouvrage Quand dire c'est faire du penseur Austin, qui est ultra connu mais ce n'est pas lui que l'on va étudier aujourd'hui. C'est la distinction entre la fonction descriptive et performative du langage. Quand je dis quelque chose, soit je parle d'un état de fait, soit ma parole a un effet immédiat sur la réalité qui m'entoure et entraîne une action concrète et immédiate. Par exemple, dire oui à la mairie au moment de se marier a pour effet de sceller mon union avec ma femme. Dire je te baptise en plongeant le bébé dans l'eau a pour effet d'attester du baptême de l'enfant. J'ai déjà montré dans ma vidéo sur Hobbes que cette dimension performative du langage avait déjà été anticipée de façon embryonnaire par Hobbes, mais surtout, elle a été plus que développée de façon autrement plus complète et pertinente par Wittgenstein. Wittgenstein qui est sans doute le philosophe le plus important du XXe siècle. Il peut y avoir débat sur ce sujet. Certains diront que c'est plus Heidegger, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Bref, Wittgenstein est extrêmement important car il a développé un projet philosophique extrêmement ambitieux consistant à achever l'histoire de la philosophie et à résoudre l'intégralité des problèmes philosophiques depuis Platon jusqu'à lui. À part Kant, Hegel, Schopenhauer ou Pascal, je crois que très peu d'auteurs dans l'histoire de la philosophie ont eu la prétention de dépasser la philosophie et ses limites. En tout cas, Wittgenstein est l'élève de Russell, qui a lui-même été un penseur important concernant la philosophie analytique. Je fais un petit topo rapide là-dessus, car je n'ai jamais abordé Wittgenstein pour l'instant sur ma chaîne, et il est important que l'on comprenne bien dans quelle orientation philosophique il se situe, pour bien le comprendre. La philosophie analytique, pour le résumer de façon très brève et concise, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo, rassurez-vous, c'est une philosophie qui fait dépendre la plupart des problèmes philosophiques, pour ne pas dire la totalité, d'un certain usage du langage, et qui propose d'analyser, justement, la valeur logique et la valeur de vérité, évidemment, de nos propositions, afin de s'assurer que ce que nous disons possède une forme logique et correspond à un élément du réel. Dans la perspective du symbolisme logique, qui est partagé par Russell et par Wittgenstein,
on part du principe que tout ce que l'on dit, dès lors qu'on dit quelque chose en tout cas, est structuré à partir des éléments du réel. Je reviendrai sur ce point la prochaine fois car c'est sans doute l'élément le plus difficile et le plus compliqué à comprendre avec Wittgenstein et avec la philosophie analytique de manière générale. Avant de comprendre ça, je trouvais même que Wittgenstein était bidon en tant que philosophe et je n'en comprenais pas vraiment l'intérêt. En fait, on verra que c'est d'une logique implacable et que Wittgenstein est un grand philosophe. Je fais ce petit topo pour que vous compreniez aussi que l'ouvrage que je m'apprête à aborder, à présent, n'est pas relatif à la prise de tête que je viens d'évoquer et possède une dimension davantage limpide ou pratique, puisqu'il s'agit des recherches philosophiques. C'est le titre de l'édition que je possède, mais en fonction de la traduction, le titre de l'ouvrage peut être traduit par investigation philosophique. En fait, dans la pensée de Wittgenstein, qui comme je l'ai indiqué correspond au grand tournant linguistique en philosophie au XXe siècle, il y a deux grandes périodes qui correspondent à ce que l'on nomme le premier Wittgenstein, celui du Tractatus Logico-Philosophicus, que l'on étudiera ensemble la prochaine fois, et qui est d'une difficulté redoutable, et celle du second Wittgenstein, qui est celui des recherches philosophiques, et que l'on va un peu étudier aujourd'hui. En tout cas, j'ai choisi de m'appuyer sur ces recherches philosophiques, car à mon sens, Wittgenstein va bien plus loin que Austin, et permet vraiment de développer une réflexion sur le langage au niveau social. La grande idée développée par Wittgenstein, dans ses recherches philosophiques, pour le résumer de façon aussi concise que possible, c'est que toute parole, tout énoncé, s'inscrit dans un certain contexte social, plus précisément même dans une activité qui a lieu dans ce contexte social. Et il y a un couple de concepts que développe ici Wittgenstein qu'il faut absolument connaître et maîtriser, ça peut toujours servir. Il s'agit des concepts de jeu de langage et de forme de vie. En réalité, c'est plutôt simple à comprendre comparé au Tractatus. Les formes de vie désignent en fait une communauté disposant d'une activité sociale et les jeux de langage désignent les conventions arbitraires établies au préalable au niveau linguistique qui vont valoir au sein même de ces formes de vie. Donc voilà, de façon abstraite, là où il y a forme de vie, il y a toujours un jeu de langage précis qui se joue. Encore faut-il illustrer cette idée de façon concrète avec des exemples. Wittgenstein prend un exemple assez récurrent dans ses recherches. Il s'agit de l'exemple du chantier de construction. Et là, vous allez comprendre pourquoi je préfère carrément parler de Wittgenstein plutôt que d'Austin, et du mot dalle. Je vais vous citer quelques extraits où Wittgenstein utilise cet exemple. C'est dès la première partie des recherches, paragraphe 20. Je cite « Mais si quelqu'un dit « Apporte-moi une dalle », il se pourrait, semble-t-il, qu'il entende cette phrase comme un seul long mot correspondant au mot « dalle ». Mais peut-on entendre cette phrase tantôt comme 4 mots, tantôt comme un seul? Et comment l'entend-on d'ordinaire? Nous inclinerions, je crois, à dire « Nous l'entendons comme une phrase composée », une phrase qui serait donc composée de 4 mots si nous l'employons par opposition à d'autres phrases. Par exemple, « Ah, passe-moi une dalle »,« Apporte-lui une dalle »,« Apporte de dalle », etc. Et par opposition à des phrases qui contiennent les termes de notre ordre dans d'autres combinaisons. Mais employer une phrase par opposition à d'autres, en quoi cela consiste-t-il? Ces autres phrases nous viendraient-elles à l'esprit toutes et le feraient-elles pendant que l'on en prononce une, ou avant ou après? Non. J'abrège la citation parce que sinon c'est interminable, mais plus loin Wittgenstein parvient à la conclusion suivante, avec une question rhétorique. Mais l'identité de sens de ces phrases ne consiste-t-elle pas dans l'identité de leur usage? Fin de citation. Pour résumer l'idée de Wittgenstein, de façon aussi claire que possible,
mais l'extrait que j'ai cité est assez clair, je trouve. L'idée, c'est qu'un mot ne prend pas son sens simplement par rapport à sa disposition, par rapport à un autre au sein d'une même phrase. Ça, c'est une idée que l'on avait abordée avec Saussure, souvenez-vous, mais prend sa signification à partir d'un contexte. Mieux, le mot peut être directement rattaché à une phrase complète dont il serait lui-même une abréviation. Dans l'exemple que donne Wittgenstein, crier le mot dalle sur un chantier de construction peut, selon le contexte lié à l'action attendue, être interprété comme le fait de devoir passer une dalle à son collègue ou d'exiger qu'on nous apporte une dalle. L'idée que l'on peut retenir de ce passage, outre le fait que le mot ait une signification relative à un certain contexte au sein d'un cadre social précis, c'est aussi que le but ne soit pas simplement la signification à travers le langage. Pour un ouvrier, dire le mot dalle n'a pas pour seul but de vouloir dire passe-moi une dalle. La signification n'est qu'un moyen en vue d'une fin qui est l'action. S'il abrège la proposition suivante à un simple mot qui fait office d'interjection, c'est parce que le but qui est visé, c'est l'action. Dire le mot dalle a ici pour but l'action directe, une action qui prend place dans un contexte social particulier avec ses propres codes tels qu'ils ont été appris sur le tas, par habitude par ceux qui jouent le jeu justement, le fameux jeu de langage. Donc, on peut dire que Wittgenstein a parfaitement saisi que le langage avait une dimension pratique ou performative, mais en plus de ça, et c'est ça le génie de Wittgenstein, il a démontré de façon détaillée que c'est le contexte, la forme de vie, dans lequel prend part notre langage, qui en modifie les règles, et qui va entraîner des actions diverses et différentes par anticipation. Par exemple, dire sur un chantier « j'ai la dalle » à son collègue, si c'est pas bientôt l'heure de manger, sera automatiquement interprété comme je vais te passer la dalle dont tu as besoin. Par contre, dans un contexte social différent, où l'heure de midi ou du souper approche, cette même phrase se verra attribuer une signification différente, alors que pourtant, il s'agit des mêmes mots. Les mots, pour Wittgenstein, peuvent donc agir comme des déclencheurs d'actions. Ils visent des actions immédiates et des réactions qui leur sont subordonnées selon le contexte dans lequel le langage se déploie. Un exemple encore plus concret qui parlera à autre chose qu'à des ouvriers qui, à mon avis, ne constituent pas la majorité des lecteurs de Wittgenstein, c'est la phrase « tu feras cela » que Wittgenstein analyse au paragraphe suivant, paragraphe 21, où Wittgenstein nous dit que le jeu de langage, déterminé à partir d'une forme de vie comme je l'ai expliqué, passe aussi par le choix de l'intonation. En effet, le langage n'est pas qu'un ensemble de signes grammaticaux ou un énoncé verbal. Il passe aussi par l'intonation, et c'est bien elle qui va donner son sens à une phrase qui pourra être perçue différemment selon le contexte. Ainsi, dire « tu feras cela » avec un ton neutre et relâché peut s'entendre immédiatement comme une prophétie, selon les termes même de Wittgenstein, comme si on prédisait le comportement à venir de notre interlocuteur, alors que si on dit « tu feras cela » avec un ton ferme qui prend la forme d'une assertion, cette même phrase sera alors interprétée comme un ordre. Il y a donc le contexte social et l'activité qui est rattachée, qui jouent un rôle structurant dans la signification d'un mot ou d'une phrase, mais il y a aussi la manière dont la phrase est prononcée, qui est elle-même porteuse d'un certain contexte. Par la manière dont je module ma voix, je peux aussi influencer la forme dans laquelle la proposition se déploie. Voilà, je vous ai donné quelques éléments pour comprendre un peu l'idée fondamentale que Wittgenstein développe dans ses recherches philosophiques. C'est un ouvrage qui fourmille de propositions diverses et variées d'exemples, et je pense qu'en faire le tour n'est pas si simple que ça. Je vous en propose simplement ici une petite porte d'entrée possible pour mieux en saisir le projet, ainsi que le type de réflexion auquel procède Wittgenstein. On a quand même deux apports géniaux et novateurs en termes de philosophie linguistique, et je pense bien les avoir fait ressortir.
Le premier, c'est que la signification attribuée au mot ne se limite pas à une simple convention langagière ou grammaticale, mais à un contexte social lié à une certaine activité, une forme de vie. Et le second apport, c'est que les mots agissent immédiatement sur le mode de la suggestion à partir d'un certain jeu de langage lié à une activité. Ils sont porteurs d'une signification précise, mais cette signification a un but qui n'est pas la simple signification mais l'action. Cette action ayant lieu au sein d'un contexte précis. Toutefois, et ce n'est là que mon avis, bien que les recherches philosophiques puissent être considérées comme une révolution, une évolution salutaire dans la pensée de Wittgenstein, et comme une œuvre d'une importance fondamentale qui aura même un impact sur les recherches proprement sociologiques, du fait que Wittgenstein mette l'accent sur la prédominance des milieux sociaux et sur l'action par rapport à la signification strictement verbale qui serait valable a priori. Je pense que ce n'est pas le plus grand tour de génie accompli par Wittgenstein. En effet, l'approche du second Wittgenstein dans les recherches philosophiques laisse un problème en suspense, problème que celui-ci a abordé dans son Tractatus précisément. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer par le second plutôt que par le premier, et qui est celui des limites du langage à proprement parler. On pourrait toujours se demander si la parole est toujours subordonnée à un but relatif à un ensemble de règles et de conventions que l'on aurait intériorisées et appris au préalable afin d'agir efficacement dans un certain cadre. En effet, si Wittgenstein utilise le langage pour en expliquer le fonctionnement et les différentes modalités, et si l'on peut utiliser un langage philosophique et conceptuel pour parler de ce que parler signifie à proprement parler, faut-il en déduire que le but que l'on attribue à la parole reste avant tout une affaire de convention. En ce sens, le langage ne se limiterait ni à l'expression d'une réalité présente sous les yeux, ni à une action que l'on attendrait comme conséquence immédiate de la prononciation de certains mots, mais déborderait nécessairement sur un langage du langage. Si on peut définir le langage à partir de ce qu'il permet ou ne permet pas, ainsi que ses limites, faut-il en déduire que le langage sert paradoxalement à se définir lui-même et qu'il est lui-même un indépassable ainsi que la source de toute vérité possible. Le langage est-il à lui-même sa propre limite et ce que nous décidons d'en faire est-il, à l'arrivée, une stricte affaire de convention pour le dire plus simplement? C'est ce que l'on étudiera la prochaine fois en plongeant dans la réflexion philosophique du premier Wittgenstein et que je vais essayer de rendre aussi clair que possible, ce qui ne sera pas évident mais je vais relever le challenge. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Wittgenstein qui sera sans doute un peu plus musclée et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée.